quand tu donnes des objectifs, quand tu donnes des ordres à quelqu'un, quand tu le contrôles, quand tu fais des choses, tu fais pas ça pour tes propres intérêts. Tu fais ça pour l'intérêt de l'entreprise qui les embauche, donc de l'entreprise qui les nourrit, et qui leur verse un salaire et qui leur verse une sécurité financière. Bienvenue sur la chaîne Au secours avec Tristan. Aujourd'hui, j'avais envie de te partager un questionnement, une névrose que j'ai au quotidien. C'est est-ce que le fait de devenir un patron fait de toi forcément un con ? Alors quand tu es solopreneur, en fait, tu es ton propre patron. Tu as quitté ton travail, tu as eu envie de liberté, etc. Tu te retrouves à devoir à avoir la possibilité de gérer ton agenda tout seul, à avoir un certain nombre de libertés. Et puis un jour, parce que tu as envie de grandir, tu as envie de faire évoluer ton projet, eh bien tu te retrouves à embaucher. Et c'est le début des emmerdes. Alors évidemment, je fais cette vidéo parce que j'ai envie de te partager un certain nombre de choses, parce que j'ai envie peut-être qu'on puisse échanger aussi sur la façon de voir les choses. Mais je fais aussi cette vidéo pour moi, très honnêtement, parce que j'ai envie de me convaincre que je suis pas devenu un salaud et que je suis pas tombé totalement du côté obscur de la force. Donc je compte sur toi aussi pour me rassurer, pour me dire en commentaire si tu vois quelque chose de bon en moi, parce que ça me ferait plaisir. Alors donc la question du jour, est-ce que le fait de devenir un patron fait de toi forcément un con ? Est-ce que ça change profondément qui tu es ? Est-ce qu'on peut rester de gauche quand on exploite la matière grise des gens contre un salaire ? Voilà tout un tas de questions que je me pose et que j'ai envie que tu te poses avec moi aujourd'hui. Eh bien je vais commencer tout de suite avec une maladie qui est très officielle dans le monde de Tristan Ferré, qui est en tout cas la maladie du siècle, c'est le syndrome du patron de gauche. Alors ce syndrome, c'est une maladie assez grave qui se définit avec plusieurs symptômes, et je suis sûr, si tu es déjà en train de devenir patron, ou si tu l'es pleinement, ou si en tout cas tu envisages de le devenir un jour, je suis sûr qu'il y a au moins un de ces symptômes qui va te parler, sur lequel tu vas pouvoir te reconnaître. En tout cas, moi je me reconnais dans chacun d'entre eux, et donc j'espère ne pas être le seul névrosé sur toute la YouTubeosphère, ça me ferait plaisir. Le premier symptôme de ce syndrome du patron de gauche, eh bien c'est de s'excuser de donner des ordres ou de donner des directives quand on a des salariés. Moi c'est quelque chose que voilà, j'ai pourtant pas beaucoup de salariés qui travaillent pour moi, mais dès le début je me sentais assez mal à l'idée de leur confier des tâches que je jugeais pas forcément les plus passionnantes, pas forcément celles que j'aurais aimé faire tout de suite, et pourtant que j'ai faites, c'est-à-dire que je donne jamais à mes salariés des choses que moi je refuserais catégoriquement de faire parce que je trouverais ça inutile, que je trouverais ça dégradant, ou je trouverais ça complètement pourri, ou etc. Donc je leur donne quand même des choses qui ont un intérêt. Mais voilà, je me dis, ce truc administratif, je trouve que c'est pas forcément le fun. Cette tâche-là, elle est hyper intéressante, mais elle fait peur, etc. Et donc je me retrouvais très souvent en fait à faire le job à la place de mes salariés, parce que j'avais du mal à assumer de leur demander. Alors que c'est le but quand tu cherches à embaucher des gens, c'est pour déléguer quelque chose. C'est pour te retrouver avec un peu plus d'espace dans ton agenda pour pouvoir faire d'autres tâches que tu juges plus pertinentes par rapport à tes compétences à toi, ou par rapport à l'évolution de ton projet, ou par rapport à tes propres besoins. Si tu embauches, c'est bien pour leur filer un certain nombre de tâches à faire. Et donc moi je me retrouvais à m'excuser, ou en tout cas à avoir du mal à assumer ça. J'avoue que c'est encore quelque chose qui m'arrive aujourd'hui, mais il n'y a pas que ce symptôme là, sinon ce serait trop facile. Le deuxième, c'est de chercher à justifier à tout ce qu'on fait ou tout ce qu'on fait pas. Alors moi en tant qu'entrepreneur, si j'ai choisi d'être entrepreneur, c'est pour avoir une certaine liberté. C'est certainement ton cas aussi si tu es déjà entrepreneur ou entrepreneuse. Tu as envie d'avoir une liberté dans ton organisation, dans ton timing, dans le choix de tes clients, dans le choix de l'heure à laquelle tu te lèves, l'heure à laquelle tu te couches, quand est-ce que tu travailles, quand est-ce que tu travailles pas, une certaine liberté géographique aussi, etc. Et il se trouve que les salariés, eux, ils sont pas branchés de la même manière. Si on prend un salarié classique, traditionnel on va dire, il travaille de 9h à 17h depuis son bureau. Il a une routine assez quotidienne qui est assez incompatible en tout cas avec mon idéal de vie à moi. Et ce qui fait que moi je me suis déjà retrouvé à me forcer à louer des bureaux, ou en tout cas à aller dans un endroit parce que je voulais reconstituer un esprit d'entreprise, ou alors me forcer à être présent sur des horaires pour que mes salariés aient pas l'impression que je bosse pas. Alors que c'est pas que je bosse pas, c'est juste que je bosse différemment, je travaille avec une temporalité différente aussi. Mais en fait c'est très souvent où je me retrouvais à me sentir coupable ou mal à l'aise à l'idée de ne pas
à l'idée que mes salariés puissent avoir l'impression que moi je fais rien et que eux font le sale boulot et que moi en fait je fais rien. Troisième symptôme du syndrome du patron de gauche, c'est la question du salaire. Si tu as du mal à assumer ton salaire ou un léger écart avec tes salariés, eh bien c'est que forcément tu as ce syndrome-là. Alors j'essaie d'analyser ce souci-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui moi j'ai du mal à accepter le fait que je me rémunère mieux que mes salariés. Il n'y a pas des écarts énormes évidemment, mais ça me paraît... on parlera après de pourquoi c'est justifié, etc. Je me souviens au jour où j'ai voulu donner la comptabilité à une de mes salariées, c'est-à-dire que c'était à elle ensuite de gérer une partie de la compta. Je me sentais mal à l'aise à l'idée qu'elle sache combien j'étais payé, etc. Alors que je vois pas en quoi ça devrait être gênant. Enfin, moi je vois, mais normalement ça ne devrait pas être gênant. Et pourquoi ça ? D'abord parce que j'avais l'impression, ou j'ai toujours l'impression, que le fait d'avoir un salaire quasiment égal à tes salariés, ça fait de toi un bon patron de gauche, et que ça te justifie le fait de ne pas être si pourri que ça. Et le deuxième élément, c'est que comme son nom l'indique, on est patron. Et en fait, c'est le même mot que le mec qui gagne 1 milliard de fois plus que ses salariés, qui travaille dans une boîte de CAC 40 et qui est patron d'une énorme entreprise. En fait, c'est le même mot. Moi, j'ai 2 salariés, je gagne peut-être 1, quelques fois plus que mes salariés. Je pense même pas être à 2 fois leur salaire, mais je suis patron. Et les mecs qui passent à la télé, pour lesquels il y a des manifestations parce qu'on estime qu'ils ont des salaires qui sont insupportables, qui gagnent en une journée ce que certains gagnent en une vie, etc. C'est le même mot, ce sont des patrons. Donc en fait, moi j'ai l'impression d'être rangé dans la même catégorie et j'ai l'impression que le regard des autres peut être le même. Alors que j'imagine bien quand même que les gens font la différence entre le patron qui a 2 salariés et qui bataille tous les jours pour sortir un peu de chiffre d'affaires pour faire en sorte que son entreprise survive, versus le mec qui prend des jets privés tous les jours et qui se pose pas la question de la rémunération de ses salariés. Mais c'est le même mot et du coup ça pose un certain nombre de problèmes. Il reste encore quelques symptômes de ce syndrome du patron de gauche. L'avant-dernier, c'est la peur ou le fait d'être mal à l'aise à l'idée de contrôler, voire même de sanctionner ses salariés. Ça c'est quelque chose qui m'arrive assez souvent. Donc déjà, tu as réussi à franchir l'étape de donner une tâche à tes salariés, et puis vient le moment où tu es censé quand même, si tu es un bon manager, vérifier que le boulot qu'ils font est pas mauvais. Ne serait-ce que par respect pour tes clients. Si tu veux que tes clients ils aient un bon service, bah, normalement tu dois t'assurer que ce que tu leur délivres est bon. Et puisque tu as délégué un certain nombre de tâches, bah, cette responsabilité, elle pèse aussi sur tes salariés. Donc en bon patron, tu es censé minimum contrôler ce que font les gens qui bossent pour toi. Le problème c'est que ça, c'est quand même très très connoté Taylorisme, 20e siècle, le contrôle à la tâche, on contrôle, on sanctionne, on contrôle, on sanctionne. Et du coup moi j'ai un espèce d'a priori sur ça. Et du coup ce qui fait que je suis parti quasiment dans l'extrême à un certain moment, c'est que j'avais peur de contrôler. De peur qu'on me prenne pour le flic de service qui va arriver avec sa baguette. Alors que dans la réalité, en fait, il y a un juste milieu. Tu peux pas ne pas contrôler le travail de tes salariés, mais voilà, c'était assez dur à assumer. Donc si tu as ce syndrome-là, c'est sûr, ce symptôme-là, c'est sûr, t'es dans le syndrome du patron de gauche. Et puis le dernier, c'est le fait de chercher des signes de reconnaissance auprès de tes salariés qui tendent à prouver que t'es pas si pourri que ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je me retrouvais dans des réunions parfois à tendre des perches pour faire en sorte que des gens disent oh t'es un bon patron, oh t'es gentil, ah merci c'est gentil, etc. Mais je devrais pas avoir besoin de chercher ce type de signe de reconnaissance là. Je veux dire, qu'on me donne un signe de reconnaissance pour me dire merci, ce que t'as fait là c'était bien, ça m'a fait plaisir, etc. Mais ça c'est dans la relation qu'on peut avoir avec un salarié. Mais le fait que eux valident que je suis bon ou que je suis pas bon, je veux dire, je devrais pas en avoir besoin. Et pourtant, j'en ressens un besoin assez important, donc clairement. Je suis curieux de savoir pour toi aussi si tu rencontres certains de ces symptômes, donc dis-le moi en commentaire s'il te plaît, vraiment ça me ferait plaisir. Alors donc, on l'a vu, quand t'es patron, bah, tu peux ressentir un certain nombre de ces problèmes. Mais ça peut avoir aussi des justifications. Je veux dire, quand t'es patron, t'as aussi un certain nombre de contraintes, t'as un certain nombre d'obligations qui pèsent sur toi et qui font que t'es obligé d'agir de telle ou telle manière. Et donc j'avais envie, moi, de te partager ce que j'ai trouvé à force de creuser, à force de me poser cette question-là. Le premier élément, c'est que quand t'es patron,
d'une entreprise, que c'est toi qui as créé cette entreprise et qu'elle repose sur toi, eh bien tu as la douloureuse charge de sortir des salaires fixes tous les mois. Le tien peut-être, mais surtout ceux de tes salariés. Et le salaire fixe, faut savoir quand même que c'est un calvaire et que c'est un stress permanent. Moi, mon chiffre d'affaires, il n'est pas assuré chaque mois. J'ai pas de visibilité sur un an, sur 2 ans, comme certaines entreprises qui ont des commandes nationales pour très longtemps. Moi, j'ai une visibilité à 15 jours, à 1 mois. Alors évidemment, j'ai de la trésorerie qui me permettent de survivre pendant plus que ça, un peu plus. Mais ça peut se casser la gueule très vite à partir du moment où le chiffre d'affaires arrête de tourner, arrête de s'accumuler. Et donc, quand t'es patron, en fait, c'est toi qui dois sortir le salaire. C'est toi qui dois faire en sorte que l'entreprise survive. Deuxième contrainte, parce qu'on peut croire ça quand on voit à quels horaires je suis connecté, etc. C'est de se dire qu'en fait, tu travailles pas moins que tes salariés, tu travailles juste autrement. Je donne un exemple, en fait, c'est clairement pas mes salariés qui vont se coucher à 4h du matin s'il y a une urgence dans l'entreprise, si on a un contrôle fiscal ou un contrôle. Moi je suis dans la formation professionnelle, on peut avoir des contrôles assez réguliers qui peuvent être assez sévères. Bon quand t'as un contrôle, quand t'as une merde dans l'entreprise, en fait il y a que toi à bord pour vraiment te mettre à fond. Ça veut pas dire qu'ils vont pas te donner un coup de main, mais ils vont te donner un coup de main avec quand même un regard de salarié, c'est-à-dire ils ont leur vie privée, ils ont leurs urgences, leur vie personnelle, etc. Et ils ont clairement pas envie de se coucher à 4h du matin. Alors moi non plus, mais je ressens cette obligation et je n'ai pas le choix en fait quand il y a une merde dans l'entreprise, c'est à moi de la gérer. Troisième contrainte du patron, c'est que généralement, sauf à avoir choisi un très très bon statut juridique, t'as pas de protection. Moi demain, si l'entreprise se casse la figure, je n'ai pas le droit au chômage. J'aurai le droit à peut-être un peu d'assurance maladie, mais très rarement. Mais généralement, t'as pas le droit à grand chose. Contrairement aux salariés qui, eux, le jour où l'entreprise se casse la figure, on va avoir le droit d'abord au chômage technique, puis ensuite à un chômage avec un licenciement économique par exemple, ou une liquidation, auront du chômage pendant peut-être 2-3 ans. Même si les règles durcissent, etc., elles sont quand même très très souples par rapport à ce qu'on peut trouver dans plein d'autres pays, et surtout très souples par rapport à ce qu'un patron peut vivre. Donc ça peut justifier aussi le fait que, même si parce qu'on n'a pas ce niveau de protection là, qu'on soit payé un peu mieux, parce qu'on a besoin de mettre de côté pour d'autres raisons. Moi, si je me rémunère plus, c'est pour me constituer un patrimoine qui me sécurise un petit peu le jour où il y a un pépin. Parce que j'aurai pas le droit au chômage, parce que j'aurai pas des assurances dans tous les sens, etc. Donc le seul moyen que j'ai, c'est de me rémunérer quand j'en ai la possibilité, un peu mieux, un peu plus, pour pouvoir mettre de côté. Et puis enfin, la dernière contrainte dont je voulais te parler, et celle-là, je pense qu'elle est hyper importante, c'est le fait de comprendre, et il faut que tu le comprennes toi-même en tant que patron avant de pouvoir être capable de l'assumer vis-à-vis de tes salariés. C'est que quand tu donnes des objectifs, quand tu donnes des ordres à quelqu'un, quand tu le contrôles, quand tu fais des choses, tu fais pas ça pour tes propres intérêts. Tu fais ça pour l'intérêt de l'entreprise qui les embauche, donc de l'entreprise qui les nourrit, et qui leur verse un salaire et qui leur verse une sécurité financière. Donc tu fais pas ça pour le plaisir en fait, tu fais ça parce que c'est pour le bien commun. Bon alors du coup je t'ai parlé de tous les symptômes, toutes les problématiques que je pouvais traverser en tant que patron, et puis la façon dont j'essayais de justifier le pourquoi du comment un patron a besoin d'avoir un écart de salaire, pourquoi ceci, pourquoi cela. Maintenant, une fois que tu as cherché à donner toutes ces justifications-là, il faut aussi apprendre à s'en détacher un petit peu et à pas vivre en obsession permanente de ces questions-là. Donc c'est quelque chose qui m'a pris beaucoup de temps et je vais te partager 2-3 éléments qui me permettent à moi de faire la part des choses et d'essayer de ne plus être en permanence dans ces questionnements-là parce que ça peut te pourrir la vie tout simplement. Le premier élément, c'est que je me force à ne plus rendre de compte. Avant, je rendais des comptes de tout parce que j'avais justement cette impression que les salariés pouvaient avoir l'impression que je suis pas sur les mêmes horaires, que je bosse pas, que je suis pas là, alors que c'est pas vrai et je l'ai déjà dit, c'est juste qu'on travaille pas de la même manière et pas dans la même temporalité. Donc en fait je me force tout simplement à ne pas rendre de compte, sauf quand ça a une valeur intéressante pour l'entreprise. Donc par exemple tous les lundis nous on fait une réunion où on va donner un certain nombre d'éléments, évidemment que je vais rendre des comptes sur mon agenda, ce qui s'est passé dans ma semaine ou ce qui va se passer dans ma semaine, etc. Mais l'idée n'est pas de dire vous avez vu, moi aussi je travaille, moi aussi je suis bien présent, mais c'est plutôt de dire pour que mes salariés sachent ce qui se passe dans l'entreprise. Le deuxième élément, j'ai parlé de la question des salaires, des écarts de salaire, etc. C'est de dire oui, je suis frileux d'augmenter les salaires fixes, je suis
je justifie mes écarts de salaire, etc. Mais quand on a une victoire collective, quand il se passe quelque chose de bien dans l'entreprise, et j'espère que ça t'arrive aussi, parce qu'il n'y a pas que des merdouilles dans l'entreprise, il peut se passer des moments où on a un bon chiffre d'affaires, on a une bonne performance, etc. Et ben, c'est d'abord de célébrer les victoires collectives, de les rendre collectives, de ne pas dire que c'est que moi, c'est une victoire pour tout le monde. Et puis de partager la valeur qu'on a créée tous ensemble. Je l'ai déjà dit, moi je suis pas très fan du salaire fixe, c'est comme ça, c'est la vie, je peux pas y faire autrement, je vais pas payer mes salariés au variable, ce serait cruel et pas légal. Mais dès qu'on a une augmentation temporaire de l'activité dont je sais qu'elle n'est pas permanente, je sais que je peux pas augmenter les salaires comme ça à chaque fois, mais on va pouvoir verser peut-être une prime ou des avantages particuliers. Donc la première chose peut-être que tu peux faire quand t'as pas beaucoup d'argent, c'est de dire je sais pas moi, on fait une petite fête, c'est moi qui paye les bières, c'est moi qui paye le resto, ou je fais quelque chose. Donc de temps en temps, moi je verse des petits avantages comme ça à mes salariés. Mine de rien, ça fait des dépenses pas négligeables. Eux, ils voient pas ça sur leur compte bancaire, mais c'est un petit moyen aussi de célébrer le fait qu'on est une équipe, qu'on est ensemble et tout ça. Et puis quand on peut, je fais verser des primes. Donc j'essaie d'en verser une par an sur la base de la performance qu'on a fait. Cette année c'était moins bien, on en a versé un peu moins, l'année dernière c'était mieux, etc. Et puis voilà, on s'adapte en fonction de ce qu'on peut faire. Il faut pas avoir peur, à partir du moment où on a une bonne activité, de rémunérer ses salariés en fonction de l'activité qu'on a eue, parce que ils font partie de la solution, et donc ils méritent aussi d'avoir une partie de cette rémunération. Un troisième moyen que moi j'ai trouvé vraiment pour me détacher et me libérer totalement de ce syndrome qui me pourrissait la vie, en fait c'est de me dire que à partir du moment où moi je m'accordais un certain nombre de libertés, je pouvais peut-être aussi leur accorder cette liberté à partir du moment où leur travail était fait. Il n'y a pas de raison qu'un salarié n'ait pas le droit d'ajuster ses horaires à condition que ça remplisse bien sa mission et que les clients soient pas pénalisés, ou qu'ils ne soient pas contraints d'être dans un bureau cloisonné dans telle ville, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai libéré progressivement mes salariés, géographiquement et temporellement. Géographiquement, du coup, on se voit quasiment plus. On se voit quelques temps dans l'année pour essayer de garder quand même un esprit d'équipe, pour se voir, pour faire des projets ensemble, etc. Mais dans le reste du temps, chacun a son chez-soi. Chacun a sa liberté de s'installer sur son propre bureau chez lui, ou d'aller bosser dans un open space, ou de se mettre ailleurs. Aujourd'hui, ils sont restés en France. Ils pourraient très bien, s'ils le souhaitaient, partir à l'autre bout du monde. Ça me poserait pas beaucoup de problèmes. La liberté temporelle, c'est un sujet à développer. On est encore assez bloqué ou en tout cas contraint par le fait que on a des clients et qui ont besoin qu'on puisse répondre à leurs questions et qu'on puisse être présent sur des horaires de bureau normaux. Donc je peux pas non plus accepter que mes salariés bossent que la nuit par exemple, ou des choses comme ça. Mais j'ai quand même une très très grande flexibilité. Si quelqu'un a besoin de sa journée, généralement je vais lui donner de façon très très libre, et puis il ou elle va la rattraper par petits bouts de petites heures, ou une autre journée. Généralement ça ne pose aucun souci, il n'y a pas trop de procédures pour ça, on marche sur la confiance et ça marche très très bien. Moi j'ai jamais eu de souci à ce niveau là avec mes salariés. L'avant-dernier élément qui moi me conforte beaucoup, c'est que j'ai fait le choix de n'imposer aucune obligation, aucun processus de principe. Ce que j'appelle des principes, c'est-à-dire des choses qui sont juste parce qu'on les a écrites ou parce qu'elles étaient comme ça avant, mais qui ne seraient plus justifiées, on les garde juste parce qu'elles étaient comme ça déjà depuis le début. Donc en fait, je ne pratique aucun contrôle inutile. Contrôle des horaires, j'en ai parlé, c'est quelque chose. Alors moi, je ne comprends pas qu'on embête des salariés sur le fait d'être en retard ou en avance. S'ils sont en retard, ils se débrouillent, c'est leur problème. À partir du moment où tant qu'ils n'avaient pas de rendez-vous avec un client, c'est pas mon souci. Ils rattrapent leurs horaires, ils se débrouillent. Ils sont grands, ils n'ont pas de soucis à ce niveau-là. Et puis moi, je vais te contrôler surtout la qualité du travail par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés ensemble. Et je dis bien qu'on s'est fixés ensemble parce qu'en fait, on va se fixer des objectifs ensemble, je vais en parler juste après. Mais je vais pas contrôler forcément une histoire de quantité. Je vais contrôler vraiment est-ce que les objectifs qu'on s'est fixés sont bien remplis. Et puis dernier élément, je pense que c'est le plus important si tu veux que y ait une bonne cohésion avec tes salariés et que t'aies pas l'impression d'être l'espèce de salaud de patron déconnecté de la réalité, etc. Eh bien c'est justement sur cette question des objectifs.
on va négocier et on va discuter tous ensemble de la stratégie et de la répartition des tâches. Ce qui fait que ça devient beaucoup plus facile pour moi d'accepter de déléguer un certain nombre de tâches parce que je les ai mises sur la table et qu'on s'est regardé tous dans le blanc des yeux et on a tous accepté cette répartition-là des tâches. Ce qui veut dire que quand on a ces temps de négociation, généralement chez nous c'est tous les 3 mois, eh bien il est possible que la tâche que j'avais un peu du mal à déléguer, si ça se trouve elle va être pour moi, mais on va l'avoir fait en connaissance de cause. Et puis il y a d'autres tâches que j'aurais peut-être pas pensé à déléguer qui vont, que finalement je vais pouvoir les refiler à quelqu'un d'autre. Évidemment je vais avoir le dernier mot, évidemment je vais pouvoir dire non cette tâche là c'est pas à moi de la faire, c'est plutôt à toi, etc. Mais en tout cas on est toujours sur un rythme de négociation, de discussion, sur la temporalité, sur les objectifs, sur le niveau des objectifs. Et je m'assure toujours que le contenu des missions de chacun est consenti par tout le monde. Donc en fait si on résume un petit peu, tu peux avoir un certain nombre d'éléments où tu peux te dire voilà moi je suis devenu patron, donc je suis passé du côté obscur de la force, mais j'ai un certain nombre de raisons pour lesquelles j'ai un écart de salaire, j'ai un certain nombre de raisons pour lesquelles moi j'ai ma liberté financière, j'ai ma liberté géographique, j'ai ma liberté temporelle, etc., etc. Mais ça t'empêche pas, parce que toi tu t'accordes ces privilèges là, de donner un certain nombre de libertés à tes salariés. Alors je sais pas pour toi, en tout cas moi ça m'a libéré, ça m'a permis de beaucoup moins culpabiliser sur certaines choses et de me dire si moi je m'accorde un certain confort, qu'est-ce que ça me change à moi de leur donner la possibilité aussi d'avoir ce confort là à partir du moment où ils ont la même exigence vis-à-vis d'eux-mêmes que moi je l'ai vis-à-vis de moi-même. C'est à dire qu'aujourd'hui je suis à l'autre bout du monde, ma priorité numéro 1 c'est de servir mes clients, mon agenda est quand même libre à des horaires français. Je suis quand même disponible à des horaires de France métropolitaine et donc je me couche tard la nuit, je me réveille tôt le matin, etc. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir cette liberté géographique. Si mes salariés ça leur fait plaisir d'être à l'autre bout du monde en décalage horaire et puis de travailler à des horaires bizarres pour continuer à servir mes clients, eh bien y a pas de souci, on continue là-dessus. Bon, comme tu as pu le voir, j'ai voulu te partager surtout un certain nombre de questionnements, un certain nombre de choses qui m'ont taraudé. Je te parle d'une temporalité de plusieurs années. Ça fait quand même, je pense, 3 ans que tout ça chemine et que j'en arrive au point où je commence à peine à trouver des solutions pour plus vivre dans ce syndrome du patron de gauche, dans ces inquiétudes, dans ces petites névroses. Je le redis, vraiment je compte sur toi pour me donner en commentaire ce que toi tu as pu traverser si tu es déjà devenu patron ou quelles sont des inquiétudes que tu as pour le jour où tu devrais le devenir. Peut-être qu'on peut échanger là-dessus. Et puis bien sûr si tu as aimé les questions que je me pose, si tu as aimé cette vidéo, si tu as envie d'en voir d'autres, pense à mettre un pouce en l'air et à t'abonner. Je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!